Autant savoir aujourd'hui, nous parlons de motivation à l'endroit de qui? Du contribuable béninois. Il le faut, c'est vrai, le Bénin a célébré, a distingué, si vous voulez, les meilleurs contribuables béninois, notamment les entreprises, mais on se demande comment est-ce qu'il faut faire pour davantage donc motiver ces contribuables-là. C'est à cette question que nous allons répondre sur Autant savoir aujourd'hui. Suivons d'abord cet élément. Ce que je propose, moi, en tant qu'opérateur économique, c'est que l'État nous facilite un peu de tâches par rapport pour payer les impôts, c'est-à-dire, même si c'est trop, de revoir ça un peu, parce qu'on doit forcément payer. C'est une obligation. Tout le monde veut payer les impôts. Il faut sensibiliser plus les gens et que vraiment, les agents des impôts, l'État, d'accord, mais c'est ceux-là qui ont en charge d'aller, les Béninois même, ils vont déclarer. Et ceux qui sont censés aussi de corriger, de recenser les informations sur le terrain, qu'ils fassent vraiment du bon boulot, qu'ils ne fassent pas deux poids, deux mesures. Voilà. Il faut faire comprendre également aux gens que de considérer les impôts comme des partenaires, des amis avec lesquels il faut discuter, il faut échanger. Il ne faut pas avoir peur du service des agents des impôts. Non, déjà des impôts, vous savez, le jour où le contribuable va décider de ne pas aller vers le service des agents des impôts, ben, ils vont fermer les portes. Ils vont fermer les portes parce qu'ils ne sont rien sans le contribuable. Donc le contribuable doit sentir quand même qu'il a un pouvoir de négociation vis-à-vis du fisc. Nous allons demander au gouvernement de surtout accompagner la population en essayant de revoir les taux à prélever sur les TVA et autres recettes pour pouvoir faciliter aux jeunes entrepreneurs et aux jeunes et à la population qui voudrait véritablement entreprendre de pouvoir s'essayer et de prendre goût surtout à l'entrepreneuriat. Retour en plateau avec le professeur Roland-Cou, qui est l'invité de Agnat Bello. Bonsoir Agnat. Bonsoir Hassem Gaba, mesdames et messieurs, bonsoir. À la pleine forme ce soir, j'espère. Eh oui, ça va. J'aime bien votre tenue. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une personne spéciale, donc je souhaitais l'accompagner en m'habillant en mode Aladja. Voilà. C'est ça, hein? Ça se comprend, ça se voit voit aussi. Je peux profiter pour souhaiter joyeux anniversaire à Karamata Karamata Watao. Karamata, oui, c'est ça, hein? Je sais. C'est ses partenaires, hein, chers téléspectateurs. Voilà, donc joyeux anniversaire Karamata Watao. Voilà. On vient en plateau, on vient à d'autres sujets, tout simplement pour parler du fisc. Comment est-ce qu'il faut donc intéresser le contribuable béninois? Vous êtes là, le professeur, bonsoir. Bonsoir, Carla. Merci d'être là avec nous sur ce plateau. Et Agnat oui. Bello, il faut donc davantage motiver le contribuable béninois et des astuces seront données sur ce plateau. Et oui, Hassem Gaba, vous le savez, mesdames et messieurs, surtout pour vous qui étiez avec nous hier soir, sur Autant savoir, nous nous sommes appesantis sur le fisc. Comment est-ce que cela apporte des devises à l'État? L'État a besoin de ces recettes pour pouvoir réagir et mettre en place son programme d'action. Et pour cela, surtout, on a besoin que le contribuable puisse y contribuer. Justement, c'est pour ça qu'on parle de contribuable. Mais les citoyens veulent toujours beaucoup plus de confort, beaucoup plus de bien-être, mais ils ne sont pas toujours prêts à contribuer en payant leur fisc à temps. Dites-nous un peu, professeur, pour vous, comment est-ce que cela s'explique? Cette réticence du Béninois à aller de lui-même vers le fisc? Bon, il faut dire qu'il y a plusieurs raisons. Hein. La première raison, par exemple, c'est que les activités que les contribuables font sont des activités illégales. Si c'est des activités illégales, par exemple, la drogue, la prostitution, un certain nombre d'activités. Même le secteur illégal ou informel? Illégal. Illégal. D'accord. Si c'est illégal, c'est que vous vous cachez. Et si vous vous cachez, vous ne payez pas d'impôts. Si. Deuxième chose, c'est que les gens peuvent penser que les contraintes sont trop fortes. À savoir que ce qu'on leur demande de payer en termes d'impôts est trop élevé, alors que leur activité n'est pas rentable. Surtout si on ne tient pas une comptabilité rigoureuse et qu'on ne sait même pas ce qu'on gagne véritablement. On n'arrive pas à connaître la marge bénéficiaire. La marge bénéficiaire, tout ça, on dit, bon, pourquoi je vais payer ça à l'État? Troisième chose, il faut dire que ça dépend aussi de l'information. Les contribuables ne sont pas suffisamment informés à quoi servent leurs impôts. Est-ce que c'est pour construire des routes, construire des hôpitaux, etc. Justement, c'est ça. Donc, il faut les informer. Et puis, peut-être quatrième raison que certains contribuables évoquent, c'est
donner l'argent aux gouvernants qui vont détourner et qui vont... Des On n'est gouvernants pas corrompus. sûr de la fiabilité de la gestion. Oui, de la gestion de D'accord. l'argent. Pourquoi donner ça au public? Donc, il faut leur donner des preuves de bonne gouvernance dans la La transparence. traçabilité, c'est ça? Absolument, absolument. Il faut leur montrer que l'argent que vous nous confiez est bien géré et que ça ne rentre pas dans les poches des D'accord. individus. Oui, mais on se demande toujours quel est l'intérêt pour le contribuable lui-même d'être à jour avec le fisc. Quel est son intérêt? Est-ce qu'il a un intérêt? Oui, il y a d'abord un premier intérêt qui est un intérêt moral. C'est-à-dire que vous vivez dans une communauté et vous devez payer des impôts pour qu'on construise cette communauté. Si les autres payent et que vous ne payez pas, ce n'est pas intéressant. Vous vous comportez comme un passager clandestin. J'aime bien le mot, Oui, passager clandestin. Là, ce n'est pas... C'est-à-dire vous profitez des investissements, des routes, des hôpitaux, des écoles que les autres mettent en place sans y contribuer. Sur le plan moral, ce n'est pas acceptable. Deuxième chose, vous ne pouvez pas vous plaindre pour dire les routes sont mauvaises, les hôpitaux sont mauvais, etc. Les écoles ne sont pas bonnes, puisque vous ne contribuez pas à ça. Et troisième chose, si on vous attrape, non seulement vous allez payer ce que vous devez à l'État, mais vous allez payer les dommages. Et ça va dépasser largement ce que vous deviez payer. Mais il y en a quand même qui disent que le fait d'acheter même un petit bonbon au bord de la voie, que vous payez déjà des taxes, vous payez des impôts. Oui, bon, évidemment. Ça dépend peut-être du circuit. Évidemment, ce que vous dites est tellement vrai parce que les gens pensent que les gens du secteur informel parfois ne paient pas d'impôts, mais ils paient. Parce que si c'est importé par des circuits officiels, par exemple, si quelqu'un importe d'abord par la douane, et vend les marchandises à des gens qui sont à l'intérieur, c'est que la douane récupère déjà la TVA. Donc, comme vous n'êtes pas une entreprise reconnue, vous ne pouvez pas récupérer la TVA, payer une partie, vous vous comportez comme un consommateur final. Donc, et là, vous payez la TVA à l'État. Donc, le secteur informel aussi, il paie de taxes de façon indirecte. Oui, mais pas ce qu'il devrait payer normalement. Oui. D'accord. Alors, l'importance du contribuable pour le fisc, parce que quand on dit sans fisc, c'est-à-dire sans contribuable, il n'y a pas de fisc. Est-ce que pour vous, cette équation, elle est vraie? Non, mais totalement vrai, puisque c'est le contribuable par ses activités, trouve de revenus et paie des impôts sur ses revenus. Donc, sans contribuable, il n'y a pas d'impôt. D'accord. Maintenant, malgré toutes ces raisons que vous avez évoquées qui pourraient expliquer la réticence du contribuable à aller de lui-même vers le fisc, est-ce que c'est possible de trouver une formule pour l'inciter justement à s'honorer de cette dette fiscale? Oui. Il y a des gens qui ne paient pas l'impôt de bonne foi parce que ce qu'on peut appeler les coûts de transaction sont trop élevés. C'est-à-dire, je dois payer un impôt peut-être de 1 000 francs et je dois dépenser 2 000 francs pour aller payer cet impôt-là. Ce n'est pas intéressant. Donc, ce qui veut dire qu'il faut travailler au niveau du rapprochement entre des lieux de paiement de ces impôts. Entre le contribuable et ceux qui vont collecter l'impôt. Je vais vous donner un exemple. Si vous devez payer, par exemple, une taxe foncière, par exemple, et vous devez faire une distance de 40 km pour aller payer, vous payez des frais de voyage pour pouvoir aller payer ça. Donc, qui s'ajoutent. Donc, vous ne payez pas. Déjà. Pas parce que vous ne voulez pas payer, mais tout ce qu'on vous demande de dépenser avant de payer cet impôt-là. D'accord, donc améliorer la proximité. Oui, il faut absolument améliorer la proximité. Je crois que dans ce sens, le gouvernement est en train de faire des efforts parce que la dématérialisation, c'est bien ça. Vous pouvez rester dans votre salon et pouvoir payer l'impôt. Oui, mais est-ce que dès que la barrière de proximité est levée, on a tout fait déjà ou bien? Non, pas du tout. Il faut informer les citoyens pour leur dire quand vous faites telles activités, quel impôt vous devez payer, etc. Sinon, ce qui se passe en général... Et ce à quoi ça sert? Oui, absolument. Il faut les sensibiliser sur ce à quoi ça sert. D'accord. C'est pourquoi parfois les redevances sont mieux payées que les taxes et les impôts. Parce que les redevances, déjà, on sait liées à l'activité que vous payez. Donc, Si. à partir de ce moment, l'État doit trouver des mécanismes pour pouvoir informer le citoyen, pour lui dire, voilà ce que je fais de vos impôts et
comment vous pouvez payer ces impôts-là. D'accord, mais c'est toujours dans l'optique d'amener le contribuable à s'honorer de cette dette fiscale que ce concept-là est né, celui du civisme fiscal. Pour vous, c'est quoi le civisme fiscal? Bon, quand il n'y a pas de civisme fiscal, on peut parler aussi de la morale fiscale. C'est-à-dire que il faut payer ses impôts. Si vous ne payez pas vos impôts, d'être pas un bon citoyen. Et que si on vous détecte, vous allez payer des amendes et puis vous allez finir par payer. Donc, il faut payer l'impôt. Et on a déjà un peu expliqué ça, à savoir pourquoi les gens peuvent ne pas payer l'impôt. Parce qu'ils disent que ce sont des fonds qui sont détournés, on ne va pas donner l'argent aux autres. On a déjà parlé de la réticence, donc, il faut. Mais quand on parle d'incivisme fiscal ou de morale fiscale, il faut parler aussi de l'État. Parce que nos gouvernants aussi peuvent... et contribuer d'une façon ou d'une autre. Et contribuer parce que s'ils ne contrôlent pas les exonérations, il y a certains qui sont favorisés parce qu'on exonère des choses qui ne doivent pas être exonérées, ou bien on sous-estime, ou bien ce sont les agents des impôts qui s'entendent avec le contribuable pour pouvoir sous-estimer le revenu sur lequel il doit payer d'impôts. Donc l'incivisme fiscal parfois est partagé entre le contribuable. Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas une forme d'équité, c'est ça? Non, pas seulement une forme d'équité, mais une sorte de corruption aussi. D'accord. Ce qu'on peut appeler corruption avec vol. Ce concept de corruption avec vol, ça veut vol de l'État. Parce que si vous devez payer, par exemple, un pot de 10 millions, et puis l'autre vous dit non, payez 5 millions, mais je vais vous faire une facture pour dire que vous avez payé 3 millions, ça veut dire que l'agent de l'impôt a pris 2 millions, l'autre n'a payé que 3 millions à l'État, ça veut dire qu'il y a 7 millions que les gens ont volé chez l'État. Donc 5 millions pour le contribuable et 2 millions pour l'individu. Donc, à cause de cette entente qu'on a au niveau des impôts et de la douane, par exemple, il y a une sorte d'entente entre le contribuable et l'agent fiscal pour pouvoir voler l'État. Donc, quand on parle d'incivisme fiscal, il ne faut pas parler seulement des individus, des contribuables, mais il faut parler aussi des autres. C'est pourquoi toute la méthodologie du redressement fiscal doit être contrôlée aussi, parce que à des moments donnés, c'est les agents... Il y a des inspecteurs qui sont censés c'est vrai contrôler. Que nous sommes dans un système de déclaration, mais quand on déclare, il y a un certain contrôle. Maintenant, s'il y a un agent des impôts qui vient, qui contrôle, pour dire, bon, vous avez très bien payé l'impôt, et puis après, demain, on dit, non, vous n'avez pas très bien payé, on va le faire. Non, mais à qui il faut accuser dans ce cas? Donc, je crois que c'est des choses qu'il faut fondamentalement revoir pour ne pas parfois écorcher comment on peut appeler ça, c'est-à-dire le contribuable en disant que c'est un mauvais citoyen. Il ne faut pas écorcher l'image du citoyen parce que le monsieur il a payé ses impôts de bonne foi, mais après il y a d'autres qui viennent, non, vous n'avez pas bien payé, on va faire redressement fiscal. D'accord.